Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je n'ai publié qu'une seule vidéo jusqu'ici en 2021 et je vais essayer de faire beaucoup mieux. J'avais besoin d'aide pour ça, j'en ai parlé dans la vidéo précédente et je vais vous parler des bonnes nouvelles de ce côté à la fin de cette vidéo. Je vais commencer ici par parler des oiseaux endémiques. Alors j'ai fait un article sur le sujet et je vous invite bien sûr à aller le lire. Mais ici, je vais vous raconter des choses de façon un petit peu plus, je dirais, romancée, même si elle reste rigoureuse sur le plan scientifique. Mais cette vidéo sera, à mon avis, plus agréable à écouter que mon article qui est peut-être un peu rébarbatif. Les espèces endémiques, le terme endémique, veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose en fait. Mais vous allez comprendre son intérêt. Endémique, dans le sens d'une espèce, en biologie, ce n'est pas comme une maladie endémique qui a une autre signification. Eh bien, c'est un oiseau dans ce cas-ci, mais c'est valable pour toute forme de vie, on a des mammifères endémiques, des plantes endémiques, etc. C'est un oiseau qui n'existe que dans un lieu, dans une unité administrative ou géographique. Donc, l'unité en question, évidemment, dépend d'un point de vue, et c'est pour ça que je dis que cette notion a une signification un peu floue. Par exemple, un oiseau qui n'existe qu'en Afrique est endémique à l'Afrique. À la limite, avec un peu d'ironie, on pourrait dire tous les oiseaux sont endémiques à la Terre, puisqu'on ne connaît pas d'oiseaux qui existent en dehors de la planète. Bon, maintenant, ça c'est pour rigoler un petit peu. Plus sérieusement, je vais vous raconter pourquoi les observateurs sont tellement attachés aux espèces endémiques. En fait, il y a deux raisons. Il y a une raison biologique tout à fait intéressante, qui traite de conservation, de la biodiversité, et une raison beaucoup plus superficielle, mais qui touche tous les observateurs, qui sont un petit peu curieux, et je ne connais pas d'observateur qui n'est pas atteint de curiosité, qui à mon avis est une maladie tout à fait saine. Imaginez quelqu'un qui voyage par exemple au Costa Rica. Il va voir peut-être en 3 semaines 400 espèces d'oiseaux et presque tout sera nouveau s'il vient d'Europe et qu'il n'avait jamais mis les pieds dans la région néotropicale. Pour rappel, j'ai fait un article sur mon site qui explique les différentes régions biogéographiques. Le néotropical, donc c'est néo pour nouveau, nouveau monde, et tropical pour la région tropicale, donc ça correspond plus ou moins à l'Amérique latine. Évidemment, il va être content de voir des nouvelles choses. Et il ne va pas se préoccuper de savoir si une espèce est plus ou moins endémique. Si c'est un débutant dans la région, il va être content de découvrir le cuiscal à longue queue, il va être content de découvrir l'aigrette bleue, voilà. Donc, il ne va pas se dire « Oh, ben, ça ne sert à rien de voir une aigrette bleue, je la verrai peut-être aux États-Unis » ou « Ça ne sert à rien de voir un cuiscal à longue queue, je le verrai quand j'irai en Colombie. » Ce n'est pas la question qui va se poser. Et puis, s'il a beaucoup apprécié son voyage, ce qui est très probable, et qu'il retourne en Amérique tropicale, dans le néotropical, peut-être en Colombie, tiens, voilà, eh bien, il y a des tas d'oiseaux qu'il va revoir. Il y a beaucoup d'oiseaux de Colombie, surtout dans le nord et l'ouest, la région qu'on appelle le Chocó, qui sont les mêmes qu'au Costa Rica. Par contre, il y a toutes sortes d'endémiques du Chocó, justement, qui n'existent que dans l'ouest de la Colombie, ou alors partagées très localement avec le nord-ouest de l'Équateur et l'extrême est du Panama. Et donc, il va découvrir certaines nouvelles espèces et d'autres qu'il aura déjà vues. Alors, même s'il n'est pas ce qu'on qualifie de cocheur et qu'il veut absolument rien que voir des nouvelles espèces, c'est sûr qu'il va être plus intéressé, c'est la curiosité saine, de voir des choses nouvelles. Et puis, dans les livres, il va se découvrir qu'il y a de très beaux oiseaux. Mais certains, il ne va pas les voir. On ne peut pas tout voir, surtout dans un pays comme la Colombie, qui est le plus riche du monde en termes de diversité d'emplumés. On voit une toute petite partie de ce qu'il y a. Et donc, un jour, il va retourner peut-être encore dans le néotropical, par exemple dans le sud du Mexique, et il va se souvenir qu'il y avait des beaux oiseaux dans le livre de Colombie, qu'il aimerait bien revoir, mais cet oiseau n'existe qu'en Colombie. Et donc, il fallait le voir quand il était en Colombie, et s'il ne retourne pas dans ce pays, il ne le verra plus jamais. Et c'est ça un peu la notion d'endémique. C'est qu'on ne peut le voir que dans un pays, dans un endroit. Et donc, quand il y est, il faut se concentrer pour le voir, lui. Parce que si on ne le voit pas, on ne le verra plus jamais, à moins de revenir au même endroit, évidemment.
Mais partout ailleurs, eh bien, on verra d'autres oiseaux, mais on ne le verra pas lui. Ça, c'est vraiment l'idée d'endémique. Et donc, presque naturellement, tous les voyages ornithologiques qui vont dans des pays où il y a des endémiques, parce qu'il n'y en a pas partout. La Belgique, par exemple, n'a pas d'endémique. La France continentale n'a pas d'endémique. Il y a un endémique en Corse, c'est la citelle corse. Mais en Europe, de façon générale, il y a très très peu d'endémiques. Il y a par exemple le venturon montagnard, qui est un peu une exception. Hein. Puis alors, ce sont des endémiques des îles, mais ils sont très peu nombreux. Je vous dis, il y en a un sur la Corse, il n'y en a pas en Sardaigne. À Chypre, il y a 2 endémiques, mais ce sont des migrateurs, donc ce ne sont pas des vrais endémiques, ce qu'on appelle des breeding endemics en anglais, des nicheurs endémiques. Donc ils n'existent en période de reproduction qu'à Chypre, mais ils vont hiverner en Afrique, et donc on les voit en dehors de Chypre également. Donc pour l'observateur, ce n'est pas vraiment un endémique, mais biologiquement, ça se protège, je vais y revenir, comme en endémique, parce que s'il niche plus à Chypre, il nichera plus nulle part, et donc l'espèce n'aura disparu. Donc voyez la nuance. Donc voilà, quand on va dans un pays comme le premier du monde pour le nombre d'endémiques, c'est pas du tout la Colombie par contre. La Colombie, je n'ai plus en mémoire, mais ça doit être quelques dizaines d'endémiques. L'Indonésie a environ 700 espèces endémiques. Vous imaginez, c'est presque autant d'espèces que toute l'Europe, mais qui n'existent qu'en Indonésie. Évidemment, c'est un énorme archipel. Il y en a beaucoup qui existent sur plusieurs îles. Et donc, vous voyez, il y a plusieurs niveaux d'endémisme. On peut être endémique en Indonésie, mais exister sur 500 îles, puisqu'il y a, je ne sais plus de mémoire, 17 000 îles, je crois, ou quelque chose comme ça en Indonésie. En tout cas, plus de 10 000. Par contre, il y a des endémiques qui n'existent que sur une petite île. Je vous en ai présenté certains. L'année passée, j'étais sur l'île de Flores. D'ailleurs, il y a 1 an environ que je découvrais le lodge Mbeliling, qui m'a permis de passer une année 2020 extraordinaire. Alors, je ne vais pas vous rappeler tout ça. J'ai une page sur le lodge, sa situation, les paysages, etc. Donc, je vous invite à aller voir sur le site. Les liens sont évidemment dans la description, comme d'habitude. J'ai une vidéo qui parle de mon année 2020 exceptionnelle, donc je ne vais pas en reparler. Et puis, vous avez évidemment des fiches sur les endémiques de Flores, c'est-à-dire des oiseaux qui n'existent que sur l'île de Flores, en Indonésie. Par exemple, celui-ci. Je voudrais en profiter pour vous signaler autre chose. En restant comme ça des mois au même endroit, on peut faire des découvertes. Ce sont des petites découvertes, mais c'est comme ça que la science avance. Alors on peut toujours discuter de l'intérêt de faire avancer les connaissances scientifiques. Je ne vais pas débattre de la philosophie des sciences ici, mais il n'y a pas que les endémiques, ou pas que les endémiques de Flores. Par exemple, celui-ci est endémique d'Indonésie. Il est même endémique de ce que les Anglais appellent les Sessundas, les petites îles de la Sonde. Ça fait un peu long en français, donc c'est une partie de l'Indonésie. Une partie qui a géographiquement un sens, au centre de l'Indonésie. Et par exemple, on a observé sa nidification. C'était la première fois qu'on pouvait savoir, par exemple, que les 2 parents nourrissaient les jeunes. Voilà, des petites choses, c'est expliqué dans ma fiche, je vous laisse aller lire pour ne pas rentrer dans les détails ici. C'est évidemment comme ça que c'est le plus intéressant de voyager. C'est en restant longtemps sur place, et non pas en faisant des observations superficielles. Et je profite de l'occasion pour parler de mon voyage au Mexique, puisque je rencontre des endémiques, je passe beaucoup de temps, et qu'en est-il de la superficialité? Eh bien, pour la première fois depuis longtemps, hormis ma compagne, Marinella, j'ai voyagé avec quelqu'un. D'habitude, je voyage seul, ou avec Marinella, quand c'est possible. J'ai guidé des dizaines de voyages, en fait même plus de 100 voyages dans ma vie, mais depuis quelques années, j'ai tendance à voyager seul. Je ne vais pas revenir ici des raisons qui ont provoqué ce changement. J'ai voyagé avec Pierre, puis ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ils savent de qui je parle. Je vous invite d'ailleurs à découvrir, si ce n'est pas déjà le cas, le grand groupe ornithologique Ornithopassion, dont Pierre est responsable, sur lequel vous allez découvrir pas mal de choses, pas mal de jolies photos, etc. Alors, Pierre est venu me rejoindre, mais il avait peu de temps. Comme la plupart des gens, d'ailleurs, quand ils ont un travail, ils ont des jours de vacances limités, ils ne peuvent pas partir des mois comme moi, ce que je comprends tout à fait. Et donc le voyage est nécessairement un peu superficiel. Alors pour Pierre, tout était nouveau ici, presque tout était nouveau, et donc il n'y avait pas d'objectif particulier de faire une longue liste d'oiseaux, de découvrir des endémiques, etc. On a quand même été sur l'île de Cozumel, et justement c'est l'occasion de discuter de ces superficialités et des endémiques. Cozumel est une petite île,
C'est un peu moins de 500 km², donc pour vous donner une idée, l'île de La Palma dont je vous ai parlé parce que j'y ai montré un endémique, le seul endémique, la mésange de La Palma, fait 700 km², c'est beaucoup plus petit que la Corse, hein. J'ai en tête que La Palma c'est moins d'un dixième de la Corse, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, on parle de petites îles. Cozumel a plusieurs endémiques, mais ensuite on discute de leur classification. Et je vais profiter pour revenir sur ce sujet, parce que vous allez voir que cette discussion est très intéressante. Actuellement, la plupart des auteurs acceptent deux espèces endémiques sur Cozumel. Les fiches arrivent. Il y a le viréo de Cozumel et l'émeraude de Cozumel, qui n'existe donc que sur l'île. L'émeraude est réputé commun, c'est un colibri. Le viréo est réputé peu commun et difficile à voir. Alors, on a passé 3 jours ici avec Pierre, on a vu les deux, mais on les a juste vus. C'est-à-dire, on les a vus, on a pris des photos, aucun doute, pas de discussion possible pour l'identification, etc. Est-ce qu'on a fait des observations extraordinaires? L'émeraude, on l'a vu très très près, mais peu de temps, donc on n'a pas pu déclencher pour faire la photo du siècle. Le viréo, on l'a vu plusieurs fois, ce qui est apparemment une grande chance. En fait, on a trouvé un endroit où il est relativement facile, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça. On l'a trouvé par nous-mêmes, et donc on peut en être fier, c'est un véritable succès du voyage. Mais en réalité, il y a plein d'oiseaux endémiques sur Cozumel, sauf que ce ne sont pas des espèces. Alors, c'est l'occasion de discuter qu'est-ce qui fait qu'un oiseau devient une espèce endémique, comment ça se passe, pourquoi certains sont classés en espèces, d'autres pas. Et ça ouvre plein de questions. Je vais discuter de ces questions ici. Je voudrais que vous compreniez bien le concept d'endémique, parce que je vais faire une série de vidéos cette année, dans le cadre de la formation Ornitho, qui va vous parler justement de l'évolution des espèces. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, j'essaye dans mes formations d'être le plus rigoureux et le plus scientifique possible. Mais j'essaye aussi d'être didactique et de faire de la sensibilisation. Et l'évolution des espèces est très intéressante, parce que c'est un sujet qui est devenu dans certains pays très sensible, parce que dans certaines croyances religieuses, on rejette le concept d'évolution, en général sans même le comprendre. Et donc, je vais faire une vidéo que je crois que je ne la mettrai pas dans le cadre formation ornitho, parce que c'est peut-être trop décalé, où je vais revenir sur les bases de l'évolution. Alors j'en parle déjà dans une vidéo sur la notion d'espèce, qui elle est totalement dans le cadre de la formation ornitho, et certaines vidéos seront la suite de celle-là. Mais je vais faire une vidéo aussi qui va rappeler les bases de l'évolution avec des exemples très concrets, qui fait que l'évolution, vous la voyez. Vous la voyez au quotidien. Au quotidien, c'est peut-être un peu court, mais en tout cas dans votre vie. Et donc, ce n'est plus une théorie, l'évolution. L'évolution est en fait. C'est un petit peu comme quand on parle de la forme de la Terre. Quand Galilée a dit que la Terre n'était pas plate, il l'a démontré, c'était une théorie, alors c'est une démonstration qui était très solide, sur des bases tout à fait cohérentes, mais ça restait une théorie. Mais dès le moment où on a pris une machine, un avion, un satellite et qu'on a fait le tour, c'est plus une théorie. C'est en fait indiscutable. Eh bien, l'évolution, c'est la même chose. Darwin a fait une théorie de l'évolution, une théorie qu'il n'a pas pu vraiment démontrer sur la courte période sur laquelle il a pu observer, mais il a bien expliqué sa théorie, elle était basée sur du solide, sur des observations solides, mais depuis, on a pu confirmer, par de nombreuses observations de la réalité, que l'évolution est en fait. Et donc, je vais rappeler ce que c'est l'évolution, parce qu'en discutant récemment avec quelques personnes qui rejetaient l'évolution parce qu'elles sont dans une croyance religieuse, différentes croyances, j'en ai parlé en Asie, en Afrique et ici en Amérique latine, en fait, ils rejettent parce qu'ils ne savent pas de quoi on parle. Et quand je leur montre ce que c'est vraiment l'évolution, ils disent « bah oui, mais ça on le sait bien ». Ben voilà. Donc, ça on le sait bien, je vais leur réexpliquer dans une prochaine vidéo. Ensuite, concernant donc toujours les espèces endémiques, je vais parler des mouvements d'oiseaux. Parce que je vais vous parler de l'origine des endémiques de Cozumel, mais et si on remontait plus loin? Par exemple, le viréo de Cozumel. Bon, le viréo de Cozumel, c'est un viréo. On n'est pas certain de son espèce sœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas certain de quelle espèce est la plus proche du viréo de Cozumel. Qu'est-ce que ça changerait de le savoir? Eh bien, si par exemple, parce que c'est une possibilité, c'était le viréo aux yeux blancs. Le viréo aux yeux blancs, que je vous présente dans une fiche, est une espèce nord-américaine migratrice.
On la voit au Mexique et ailleurs en Amérique centrale, y compris à Cozumel, donc en hiver. Par exemple, ce serait possible que le viréo de Cozumel soit en fait le viréo aux yeux blancs. Certains individus, pour différentes raisons, ne sont pas retournés en Amérique du Nord pour nicher, mais ils ont niché sur Cozumel. C'est rare, mais ça arrive ce genre de phénomène. Et puis, comme ils ont niché sur place et qu'ils ont trouvé de la nourriture toute l'année, ils sont restés sur place, ils se sont donc sédentarisés, et ils ne se sont pas reproduits avec les hivernants nord-américains, par exemple parce que leur période de nidification correspondait à une époque où les viréos aux yeux blancs d'Amérique du Nord ne sont pas là. Et petit à petit, ils ont donc divergé, divergé veut dire évoluer séparément, et sont donc devenus en taxons distincts, et maintenant une espèce distincte. Alors qu'est-ce que c'est qu'un taxon distinct? Eh bien, taxonomie vient bien de taxon. Quand je dis en taxon distinct, je veux dire que c'est une population génétiquement distincte qui peut être classée, selon les auteurs, ou pas, hein, il peut y avoir unanimité, mais en sous-espèces, en espèces ou autres. L'idée de taxon est donc plus générale. C'est pour ne pas prendre position éventuellement sur la classification. Je vais en profiter pour illustrer avec l'unique autre endémique reconnu en tant qu'espèce, à savoir l'émeraude de Cozumel, qui est un joli colibri donc. Il est apparenté, lui on connaît son espèce sœur, avec l'émeraude de Canivette. L'émeraude de Canivette est répandue dans la péninsule du Yucatan, c'est-à-dire sur la terre ferme qui borde, qui est à proximité de l'île de Cozumel. Donc autrement dit, on sait très bien que l'émeraude de Cozumel, c'est l'émeraude de Canivette qui a envahi Cozumel, et comme il ne traverse pas tous les jours l'eau, même si la distance n'est pas très longue, ça reste un colibri qui n'a pas envie de se balader au-dessus de la mer, eh bien, ils sont séparés géographiquement, donc isolés génétiquement, et donc ils évoluent séparément. Seulement cette évolution se fait progressivement, et si ça fait 50 000 ans que le phénomène a eu lieu, c'est plutôt une sous-espèce. Si ça fait en millions d'années, c'est plutôt une espèce. Mais si c'est 250 000 ans, ça se discute. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, peu importe en fait. Est-ce que c'est vraiment si important? Je vais en discuter, ça fait des sujets de la vidéo. Est-ce que c'est si important de savoir si c'est une espèce ou pas? Eh bien, on va y revenir. Mais vous allez voir que ça va encore ouvrir plein de questions. Le sujet que j'aborde aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui va me donner envie de publier beaucoup d'autres vidéos. Et donc, l'émeraude de Cozumel est en taxon endémique, que ce soit une espèce ou une sous-espèce ne change rien, c'est en taxon endémique. D'accord? Vous comprenez au moins le vocabulaire. Voilà, donc on ne sait pas si le viréo de Cozumel est arrivé du viréo aux yeux blancs, ça peut être autre chose. Par exemple, le viréo des mangroves, qui lui est abondant sur la péninsule du Yucatan, qui aurait pu, comme l'émeraude de Canivette, envahir Cozumel et devenir une espèce ou un taxon distinct. Dans le cas du viréo, c'est clairement une espèce distincte parce qu'il est très distinct des autres à tout niveau. Chant, plumage, comportement, c'est une espèce distincte, pas de doute. Alors que l'émeraude de Cozumel, donc par rapport à l'émeraude de Canivette, c'est discutable. Mais il y en a d'autres qui sont discutables. Il y a par exemple le troglodyte familier, qui est représenté par une sous-espèce endémique, que certains considèrent comme une espèce distincte. Et puis, j'en ai parlé justement sur le groupe Ornithopation que je citais tout à l'heure, il y a aussi le zéna à tête rayée. Les zénas sont des oiseaux d'une famille endémique aux îles des Caraïbes, à la mer des Caraïbes. Alors, ils vont jusque dans des zones qui bordent cette région, donc dans le sud de la Floride, ici à Cozumel, c'est l'extrême ouest de sa répartition, mais la plupart des zénas se rencontrent à Cuba, à la Jamaïque, en République dominicaine, etc. Mais la population de Cozumel est en taxon endémique. Ça veut dire à ce stade une sous-espèce endémique, mais il est très possible qu'un jour on la considère comme une espèce endémique, et si rien ne change par rapport à la géographie ou si elle ne disparaît pas, ça peut aussi arriver, eh bien ça deviendra une espèce endémique puisqu'elle est isolée géographiquement et donc génétiquement des autres zénas. D'accord? Et donc c'est pour ça que je dis que quand on parle de conservation, eh bien le fait que ce soit une espèce ou une sous-espèce, ça ne change pas tellement grand-chose, parce que si c'est une sous-espèce, c'est juste question de temps. Quand on parle d'un taxon endémique à une île, s'il est endémique à une île, c'est qu'elle ne communique plus, ou très peu, avec des populations qui sont ailleurs.
Donc elle évolue séparément. Donc si ce n'est pas une espèce, c'est juste question de temps, ça va le devenir. Ainsi, quand on parle de conservation de la biodiversité, si on a une population génétiquement distincte qui n'existe que sur une île, la faire disparaître est une catastrophe de même niveau que ce soit une espèce ou non. Donc, classer, se battre pour savoir si c'est une espèce ou non, est souvent quelque chose de très superficiel et inutile. Sauf que, concrètement, et c'est une erreur, mais la législation de la plupart des pays protège les espèces et pas les sous-espèces. Donc, comme quoi, vous voyez, la façon dont on traite la classification est importante parce qu'on s'accroche plus à la catégorisation qu'à la réalité. C'est un autre problème, un problème d'où vient des graves difficultés de nos sociétés, comme le racisme par exemple, hein, la catégorisation devant la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le spécisme aussi. Ce sont des sujets sur lesquels je reviendrai, bien sûr pas dans le cadre de la formation en ITA, mais des sujets qui m'intéressent parce que je suis très intéressé par la réalité, et si je suis aussi passionné de classification comme la taxonomie, c'est justement pour pouvoir bien la comprendre et aussi la relativiser quand il s'agit de prendre des décisions cohérentes. Donc, quand on parle de biodiversité, tout taxon endémique devrait être protégé de la même manière. Maintenant, le fait qu'il soit endémique, qu'est-ce que ça change pour l'écosystème? Vous allez dire que ce que je dis va à l'encontre de ce que je viens d'expliquer. Non, pas du tout. C'est que je relativise cette fois l'utilisation de la biodiversité comme critère pour savoir si la nature va bien. Par exemple, ici à Cozumel, on a des forêts plutôt basses, on pourrait même dire des boisements, denses, c'est pour ça que je garde quand même le terme de forêt, denses, mais les arbres sont plutôt petits. La raison de la taille de ces arbres réduite, je ne la connais pas précisément, je n'ai pas lu une étude qui l'explique, mais je vois au moins deux raisons. C'est le fait qu'il y ait une saison sèche assez longue, et que donc il y ait des arbres à feuilles caduques, qu'il n'y a pas cette luxuriance tropicale avec du soleil et de l'eau toute l'année, et aussi parce qu'il y a beaucoup de vent. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer maintenant, c'est pour ça que je ne suis pas sur le terrain et que je suis en train de tourner une vidéo. Là, c'est carrément la tempête. Évidemment, une tempête, ça n'aide pas les arbres à grandir. Pour se protéger, ils évitent justement d'aller trop haut. Pour l'écosystème en question, pour donc le boisement ou la forêt de Cozumel, si l'émeraude de Cozumel disparaît, il y a un problème par rapport aux plantes qui sont pollinisées par ce colibri. Mais que ce colibri soit endémique ou pas ne change rien. Que ce soit le colibri, enfin l'émeraude de Cozumel ou l'émeraude de Canivette qui pollinise les fleurs, tant qu'il pollinise les fleurs, l'écosystème ne voit pas la différence. L'idée d'espèce endémique à protéger est terriblement anthropocentrique. Il n'y a que nous que ça intéresse. Alors pourquoi est-ce que ces espèces, ces taxons deviennent des taxons divergents? Mais c'est simplement parce qu'ils sont isolés. Le fait qu'ils soient isolés fait que génétiquement ils évoluent différemment, mais ça ne veut pas dire qu'ils changent de comportement. Pas nécessairement. Ça peut l'être. Et c'est là qui rend le problème un peu compliqué. Donc, à première vue, mais je suis revenu à Cozumel, je vous fais cette vidéo depuis Cozumel, justement parce que, en 3 jours avec Pierre, je n'ai pas eu le temps de m'intéresser suffisamment en profondeur à ces oiseaux pour justement déterminer des différences, peut-être subtiles, de comportement entre ces oiseaux endémiques et les équivalents sur le continent. Quand il y a des équivalents connus, c'est le cas chez l'émeraude, c'est pas le cas chez le viréo. Mais ça m'intéresse par exemple pour le troglodyte aussi. Je connais bien le troglodyte familier, d'ailleurs j'ai une fiche. Je n'avais jamais vu évidemment le troglodyte de Cozumel, la sous-espèce endémique, puisque j'étais jamais venu ici. Avec Pierre, on l'a vu brièvement. J'ai entendu son chant, j'ai vu qu'il avait un long bec. Mais je voudrais bien l'étudier de plus près pour voir s'il n'a pas développé des comportements ou des caractéristiques qui diffèrent de ceux du continent. Parce que justement, ça c'est vraiment très important, je dirais c'est un des points cruciaux de ma vidéo. Le colibri, l'émeraude de Cozumel, c'est l'émeraude de Canivette du Yucatan qui a envahi Cozumel. Isolé génétiquement, il est devenu une espèce distincte.
Mais il est parfaitement possible, et c'est mon impression à ce stade, que, hormis des petites différences superficielles, comme la longueur de la queue, il n'y a pas de différence à son comportement. Autrement dit, si jamais il disparaissait, ce que je ne souhaite évidemment pas, et puis que l'île était de nouveau envahie par les émeraudes de canivette du continent, eh bien ces émeraudes feraient exactement le même rôle, joueraient le même rôle, et donc il n'y aurait aucune perte pour l'écosystème local. C'est juste la biodiversité, à nos yeux, qui aurait diminué. On aurait perdu une espèce, c'est vrai. Mais pour l'écosystème et pour la richesse des écosystèmes, ça ne changerait rien. Par contre, regardez quelque chose de... Bon, c'est pas ornithologique, mais je trouve que l'exemple est quand même intéressant. Regardez les baobabs en Afrique. C'est quand même des arbres très différents des autres. Eh bien, les baobabs viennent de Madagascar. Ce sont des arbres qui se sont développés à Madagascar, qui ont été endémiques de Madagascar très longtemps. Et puis, parmi les différentes espèces de baobabs qui se sont développées à Madagascar, il y en a un qui envahit l'Afrique. Alors, les baobabs, justement, ils se sont développés comme arbres assez différents des autres arbres parce que les conditions de Madagascar, les conditions de climat, de sol, etc., sont très différentes de celles de l'Afrique continentale. Donc, ce n'est pas juste une différence génétique superficielle, il y a des différences morphologiques cruciales. Des différences très intéressantes au point qu'il y ait un baobab de Madagascar qui a envahi l'Afrique et qui peut jouer un rôle, qui peut envahir des zones qui sont inaccessibles aux autres arbres. Donc, grâce à l'aller-retour par Madagascar, des arbres ont découvert une nouvelle stratégie qui leur a permis d'enrichir l'Afrique. Vous voyez la différence avec l'émeraude de Cozumel. Et c'est l'occasion de parler des allers-retours. Le fait qu'un animal ou une plante envahisse une île, il va se développer sur cette île avec éventuellement une stratégie différente de celle du continent, et si cette stratégie est constructive, elle peut même être réexportée vers le continent. Donc on peut faire un aller-retour entre une île et un continent. On peut même faire des allers-retours entre des continents. Et ce sera l'objet d'une de mes prochaines vidéos à laquelle je tiens. Je vais vous raconter de façon, encore une fois, un peu romancée, mais quand même rigoureuse, l'histoire des passereaux. Les passereaux sont les oiseaux qui ont le mieux réussi de tous les oiseaux. C'est en ordre, parmi environ 25. Donc on pourrait dire c'est à une époque, à plus ou moins à l'époque de la disparition des dinosaures, pour vous situer. Il y avait quelques dizaines d'espèces d'oiseaux, peut-être quelques centaines, mais pas plus. Et il y en a en fait que environ 25 qui ont survécu. Et qui se sont chacune développées, qui se sont divisées en plusieurs. Ce sont les ordres actuels. Mais certains sont divisés en quelques-unes, par exemple les colious, voici le coliou rayé, ben, il n'y en a que 6, mais c'est en ordre. Donc à l'époque, plus ou moins, de l'apparition des ordres, de la disparition des dinosaures, hein, ça vous situe, il y avait un coliou, mais il ne ressemblait peut-être pas à ce coliou, on n'était pas là pour le voir. Et puis il a évolué progressivement, il s'est divisé, voilà, en 6. Et puis il y a des ordres qui se sont divisés en beaucoup plus. Il y a l'ordre des charadriiformes, ou des charadriiformes si vous préférez, avec tous les limicoles. Je sais qu'il y a une formation de limicoles en cours que je dois continuer, c'est pour ça que j'en parle. Les mouettes et goélands, hein, ce qu'on appelle les laridés, les pingouins, etc. Ce sont des dizaines, en fait, quelques centaines d'espèces. C'est un des ordres qui a le mieux réussi. Et puis il y a l'ordre des accipitriformes, par exemple, les rapaces diurnes, presque tous les rapaces diurnes, les aigles, les milans, etc. 250 espèces, je dirais comme ça de mémoire, environ. Ce sont des ordres qui ont très bien réussi. Mais il y a un ordre parmi tous les oiseaux qui rassemble plus de la moitié des oiseaux. Ce sont les passeriformes, c'est ce qu'on appelle les passereaux. Il n'y a aucun autre oiseau, ni aucun mammifère d'ailleurs, hein, les mammifères ont une histoire, quand on parle d'échelle de temps, assez semblable à celle des oiseaux, ben, il y a à peu près autant de passereaux qu'il n'y a de mammifères sur Terre. Oh, je parle de diversité. Vous imaginez, c'est un énorme succès. On pourrait dire que des vertébrés les plus récents, ce sont les passereaux qui ont le plus réussi leur évolution. Les oiseaux, de façon générale, ont beaucoup de succès sur la planète, mais surtout les passereaux. Et donc, je voudrais faire une vidéo, je vais vous expliquer d'où viennent les passereaux, et vous allez voir que certains ont fait des
voyages, des trajets extraordinaires. J'en touche en mots dans ma fiche sur le sourcirou mélodieux, qui est en viréo. Vous pouvez aller voir la fiche, encore dans la description, qui aura beaucoup de liens. Donc, les viréos sont des ossinés, c'est-à-dire des passereaux de la branche africaine. Vous allez voir qu'il y a une branche africaine, une branche sud-américaine. Et puis, elle s'est développée en Afrique, mais elle est passée en Amérique pour faire certains des passereaux américains sont donc d'origine africaine, alors que d'autres sont d'origine sud-américaine. Et, plus incroyable, il y a de ces passereaux d'origine africaine qui sont arrivés en Amérique et qui sont revenus en Europe. Par exemple, le troglodyte mignon. Le contraire est vrai, mais beaucoup plus rare. Il existe des passereaux d'origine sud-américaine, les subossinés, qui sont arrivés en Afrique et en Asie. Il y en a très peu en Afrique, il n'y a que quelques espèces, 7 je crois de mémoire. En Asie, quelques dizaines, pas plus. Et il y en a au moins un qui est retourné, il y en a peut-être en deuxième, j'en parlerai dans ma vidéo, qui est retourné en Amérique. Il est tellement bizarre que quand on l'a décrit, qu'on a donné son nom pour la première fois, qu'on l'a découvert, son nom d'espèce c'est Enigma. Le chercheur ne s'y est pas trompé. C'est le Sapayoa enigma. Alors, comment découvrir tout ça? Eh bien, c'est l'occasion pour moi de vous présenter très rapidement l'encyclopédie virtuelle Birds of the World. Dans une vidéo sur les chants, que vous avez beaucoup appréciée, de façon générale, je crois que c'est la vidéo formation ornitho que vous avez le plus appréciée. La voici. Eh bien, je vous parle de l'encyclopédie HBW, Handbook of the Birds of the World, Alive, donc la version virtuelle. Cette encyclopédie a disparu. Donc c'est un peu une faiblesse de cette vidéo. Malheureusement, cette partie-là ne sert plus à grand-chose. Elle a fusionné avec le projet Birds of the World de Cornell University. Alors, on va aller sur l'écran et je vais vous montrer la richesse de cette encyclopédie. Alors, en quelque sorte, je lui fais un peu de publicité, mais d'une part, c'est payant, et d'autre part, vous allez voir qu'elle a quand même un problème pour la plupart d'entre vous. Regardez. Voici la couverture, hein, c'est très joli, une jolie citelle qui a l'air d'être une citelle des Rochers ou une citelle de Neumayer. Je n'ai pas vérifié, ce sont deux espèces qui se ressemblent beaucoup du Moyen-Orient. Et donc vous pouvez chercher ici une espèce. Alors j'en ai ouvert pour vous, notamment des espèces qui m'intéressent bien sûr par rapport à mon sujet, mais je vais d'abord vous montrer la faiblesse tout de suite. C'est que l'idée c'est de tout rassembler, de tout savoir. C'est bien, mais il y a trop d'informations, et en réalité, pour le commun des mortels, je dis ça sans aucun côté péjoratif évidemment, eh bien il y a beaucoup de trop, et c'est difficile de trouver une information. Voici par exemple la page de l'hirondelle rustique. Bien sûr c'est en anglais, c'est un inconvénient pour certains, mais enfin bon, pas pour tout le monde. Voici la petite introduction, je dis ça à la rigolade, avec une carte de répartition, tout ça, tout va bien. Vous vous demandez par exemple, quelle est la taille de cet oiseau? Vous allez aller dans Apparence. J'ai ouvert la page sur ce qui concerne la taille. Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas facile à trouver. On vous donne la longueur du bec. On vous donne la largeur du bec. On vous donne la longueur des ailes. On vous donne la longueur des rectrices externes. La longueur des rectrices centrales. La longueur des tarses. La masse. Mais finalement, elle est où la taille de l'oiseau? La taille globale. En fait, si je me souviens bien, ils l'ont carrément oublié. Bon, alors, attention, je ne fais pas de contre-publicité, c'est rare qu'ils oublient une information. Mais il y a tellement d'informations que même quand elle est là, elle est difficile à trouver. C'est énorme ce qu'ils vous disent. Je suis particulièrement impressionné, par exemple, par le chapitre sur la nidification. On apprend des choses extraordinaires, c'est passionnant. Si vous lisez l'anglais et que vous avez du temps, c'est absolument fabuleux. Mais on vous dit absolument tout. J'étais très impressionné, par exemple, que dans la description du nid, il y a même un nid où on a compté le nombre d'épines de pin qu'elle a utilisées, le nombre de brindilles, le nombre d'allers-retours, la proportion entre ce que fait le mâle, la femelle, le nombre de grammes de boue. Enfin, je veux dire, c'est un truc, c'est des détails absolument extraordinaires.
D'ailleurs, ça me rappelle plutôt que j'ai envie de faire une vidéo aussi qui vous parlera de ce problème de spécialisation où on est de plus en plus spécialiste, mais on oublie de regarder la globalité. Mais bon, ça je ne vais pas m'étendre. Alors, dans cette encyclopédie, on peut trouver, par exemple, je vais vous montrer comment ça marche, c'est très simple. Je vous ai parlé du Sapaioa, Enigma. Je vous ai dit qu'il avait une histoire extraordinaire, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, que j'intitulerai La formidable histoire des passereaux. Voici ce passereau qui n'existe qu'en Amérique, enfin dans le néotropical, en fait dans le nord de l'Amérique du Sud et le sud de l'Amérique centrale. En fait, il existe dans 3 pays, hein, Panama, Colombie, Équateur, sur la côte ouest, qui vient d'Asie, d'une branche évolutive qui est issue de la branche sud-américaine des passereaux. Donc, les passereaux sud-américains sont passés dans l'ancien monde, ils ont fait différentes familles, notamment les eurylemmes, et puis de ces eurylemmes, de ces petits oiseaux forestiers, il y en a un qui est retourné en Amérique. Bon, alors on va discuter de tout ça, comment c'est possible. Je ne vais pas m'étendre ici parce que cette vidéo est déjà très longue. Pour revenir à mes oiseaux endémiques. Je vous ai également dit que je vous parlerai de bonnes nouvelles. Alors vous allez voir que tout ça est lié, c'est pas par hasard que je parle de ça dans la même vidéo. La bonne nouvelle, c'est entre autres que le Mexique est vraiment beaucoup plus extraordinaire que ce que je le pensais pour les oiseaux. Il y a une énorme diversité, il y a des grandes quantités, il y a des grands espaces naturels, les plus grands espaces que j'ai vus depuis très longtemps, et il y a plein d'oiseaux endémiques aussi. Donc on a tout. En plus, les gens sont adorables, soit dit en passant, et même si je ne doute pas des problèmes de sécurité qui sont mis en avant dans la presse internationale, ça fait 5 mois que je voyage sans problème dans le sud du Mexique. Donc en tout cas, c'est possible de le faire. Parmi les bonnes surprises, il y a l'État qu'on dit en français Oaxaca, donc les locaux ont plutôt tendance à dire Oaxaca, je vais dire Oaxaca, hein, on est francophone, qui a une diversité d'oiseaux d'environ 800 espèces. Pour vous donner un point de repère, c'est une région, l'État de Oaxaca, donc fait 90 000 km², c'est la taille à peu près de la Guyane, hein, c'est 3 fois la Belgique. Et 800 espèces, c'est plus que la Guyane, qui a pourtant la côte et la forêt amazonienne, et qui est aussi dans le néotropical. C'est à peu près la diversité de toute l'Europe, dans un État mexicain. Donc ça vous donne quand même une idée. Il y a plein d'espèces endémiques mexicaines. Je vous en ai montré. Par exemple, la fameuse paruline rouge, qui était un des grands succès de ce début d'année dans ma liste. Vous savez que j'ai une encyclopédie holistique où je vous montre tous les oiseaux progressivement. Et je vous invite bien sûr à retrouver cette page. J'y montre, ben voici un autre oiseau endémique, le passerin arc-en-ciel, que vous avez choisi comme oiseau préféré de février. Voici la paruline rouge que vous avez choisie pour janvier. Ce sont des endémiques mexicains qui se rencontrent dans l'état d'Oaxaca. Mais ils n'existent pas que dans l'état d'Oaxaca. Donc vous entendez bien la différence entre un endémique national, qu'on peut rencontrer dans plusieurs états, et un endémique dans seul état. Alors à ma connaissance, il y a un seul endémique à l'état de Oaxaca, c'est celui-ci. Il est en danger. Alors est-ce que ce ne serait pas passionnant de découvrir pourquoi ce colibri est en danger et d'étudier un petit peu sa biologie sur laquelle il n'y a pas grand-chose de connu. Vous avez vu toute la richesse de la page sur l'hirondelle rustique. Je vais cliquer ici pour voir ce qu'on dit sur cet oiseau. Ça commence par Little Information, hein, vous avez vite compris. Voilà, on sait qu'il pond 2 œufs, ce qui n'est pas très malin, puisqu'à peu près tous les colibris pondent 2 œufs. Et pour le reste, on sait virtuellement rien. Donc, dans mon projet, mon but, c'est pas seulement de vous montrer tous les oiseaux, c'est d'apporter quelque chose à la science et à la conservation. J'aimerais bien comprendre pourquoi cet oiseau est en danger, ce qu'on peut faire. Et on peut faire des choses. Tout seul, je ne peux rien faire, mais avec des amis, avec votre aide, avec de l'aide locale, je peux peut-être faire quelque chose. Pour cet endémique, qui est, reconnaissons-le, tout à fait joli. Même s'il ne l'était pas, il mériterait bien sûr toute notre attention, ce n'est pas la question. Il se fait que je l'ai rencontré en faisant un long trajet à vélo
entre la montagne où j'ai vu la paruline rouge à 2500 mètres d'altitude dans les forêts de pins, où vit la paruline rouge, et la côte à Huatulco, qui s'est avérée une des côtes les plus fantastiques, pour les forêts côtières surtout, pour les oiseaux. Je vous ai montré de très belles espèces également. En faisant ce trajet à vélo, eh bien, j'ai vu une femelle de cette espèce. Ce qui m'a donné envie d'y retourner. J'ai trouvé un logement, et justement, il se fait que ce logement est en pleine nature. Ça s'appelle Rincón del Cielo, et je vais vous en parler sur ma nouvelle page d'accueil, la page d'accueil d'avril de mon site internet. Donc je me suis intéressé à ce colibri, j'ai été logé à Rincón del Cielo, et le propriétaire est très intéressé par mes projets. Il m'a offert de très bonnes conditions et je pourrais éventuellement y retourner travailler. Vous voyez, quand je parle de bonnes nouvelles, vous commencez à me voir venir. J'ai passé 15 jours, j'ai fait de très belles photos. J'ai pu publier des fiches grâce à mon séjour, bien entendu, notamment voilà, le titir masqué qui était pris depuis ma chambre, que voici, qui est en fait un petit chalet tout simple dans la forêt. Et à 15 jours de recherche, j'ai finalement trouvé 2 mâles du fameux colibri. J'ai mis la photo également sur la page d'accueil de mon site, une mauvaise photo, je fais ce que je peux. Et j'aimerais bien y retourner beaucoup plus longtemps pour profiter de toute cette diversité, de cette région qui est absolument fabuleuse au niveau des paysages, et bien sûr, étudier ce colibri. Est-ce que tout ça est possible? J'espère que vous avez bien compris la notion d'espèce endémique. Je vais maintenant parler de choses un peu plus pratiques et en partie personnelles. Je préfère prévenir pour ceux que ça intéresse moins. Et je voudrais en profiter pour remercier les aides que j'ai déjà reçues depuis la précédente vidéo. Je vous ai dit que sans votre aide, je ne pourrais pas continuer à publier tout ce que je fais, parce que j'ai notamment perdu une source d'aide significative. C'est mon père qui est décédé au début d'année. Et ça, malheureusement, ça ne changera pas. C'est une mauvaise nouvelle pour 2021. Maintenant, la vie continue, et pour l'instant, elle continue plutôt bien. Je viens de faire 3 mois extraordinaires au Mexique, j'aimerais bien que ça continue. Pour que ça continue, eh bien, j'ai besoin d'aide. Alors, plusieurs personnes m'ont aidé, via la plateforme Tipeee, où j'ai maintenant une petite aide mensuelle. C'est pas encore grand-chose, mais franchement, ça démarre plus vite que ce que je croyais. J'ai reçu une aide, comme je l'avais demandé, ponctuelle, mais beaucoup plus significative. On est à plus de 700 € collectés par ma maman sur son compte, donc via notamment le groupe Formation Handito. Donc ben, n'hésitez pas à continuer, mais en tout cas ceux qui ont participé, je vous transmets mes remerciements les plus sincères. Je vais vous envoyer aussi à ceux à qui je n'ai pas encore fait en remerciement en privé quand j'ai le nom de la personne, parce qu'il y en a qui préfèrent rester anonymes, hein, c'est aussi leur choix. Et ça me permet d'avancer dans le travail. Je vous donne un exemple tout concret. Une des raisons pour laquelle je n'ai pas su continuer les vidéos, c'est que je passais énormément de temps à trier des photos, des anciennes photos, pour avoir de la place, pour mettre les nouvelles, parce que j'ai déjà près de 300 gigas de photos prises au Mexique. Avec l'aide reçue, j'ai pu acheter un nouveau disque dur externe, un disque dur qui fait 4 Tera, 4000 gigas. C'est cher, mais il est incassable, en tout cas anti-choc, étanche. Bon, il faut juste que je ne le fasse pas voler, garanti. Donc j'ai une bonne sécurité, bien sûr j'ai tout en double, hein, je vous rassure. Mais enfin, avec ça, je peux mettre toutes mes photos à un endroit. Comme j'avais déjà un disque de 2 Tera où je mets toutes mes photos également, j'ai tout en double et j'ai de la marge. Et quand je reviens d'une journée d'observation, même si j'ai fait 5 gigas de photos, je peux mettre mes 5 gigas de photos et m'occuper de faire une vidéo. Sinon, j'ai pas les 5 gigas et je passe ma soirée à trier des vieilles photos de Belgique, d'Indonésie, d'Inde. Et finalement, quand j'ai fini, il est minuit et j'ai plus vraiment l'énergie pour faire une vidéo. Voilà, un exemple tout à fait concret. Maintenant, il y a des frais qui s'annoncent, puisque malheureusement, même si c'est très généreux de la part du Mexique, le visa touristique, c'est 6 mois. Et c'est pas prolongeable. Par contre, on peut rentrer à nouveau, si on sort. Mais pour sortir du pays, il faut de l'argent. Surtout que les frontières terrestres ne sont pas si simples. Je vais encore me renseigner, j'ai encore un mois. Mais apparemment, pour aller au Belize ou au Guatemala, il faut des tests, des quarantaines, etc. Et donc, c'est pas forcément génial. J'ai peut-être une solution, hein, je vais chercher. Mais sinon, il faut prendre un avion.
Alors d'abord, l'avion, c'est bien sûr plus cher, c'est aussi une pollution, je ne vais pas juste faire un aller-retour en une journée, ce sera un peu bête. Donc je vais essayer de trouver une bonne destination, où il y a des belles espèces endémiques, où je pourrais vous apprendre et vous montrer des choses encore tout à fait intéressantes. Parmi les pays qui sont ouverts au tourisme, qui n'ont pas de restrictions, de quarantaine, etc., qui compliquent et bien sûr augmentent le budget du voyage, il y a la République dominicaine. Non seulement il y a des oiseaux, des espèces, il y a plein de taxons endémiques, mais des espèces parfois spectaculaires endémiques, mais il y a même une famille endémique. La famille de l'esclave. Alors, j'imagine tout ce qu'on pourrait dire sur ce terme. Alors, je ne vais pas tellement vous la présenter parce que je ne la connais pas. Mais quand on l'a sur le terrain, on peut découvrir plein de choses que je pourrais partager avec vous. Bon, alors c'est un peu anecdotique, une famille, vous allez me dire, mais voilà une bonne raison d'aller en République dominicaine où il y a des dizaines de taxons endémiques sur lesquels il y a certainement plein de choses à faire, y compris de la conservation. Seulement voilà, l'aller-retour du Mexique à République dominicaine, c'est pas bon marché, c'est à peu près le même prix qu'un aller-retour en Europe. Et donc, je pourrais choisir cette option que si j'ai reçu effectivement suffisamment d'aide. Par contre, en revenant au Mexique, je peux retourner, entre autres, au Rincón del Cielo, passer des semaines, voire plus d'un mois, 2 mois, comme je l'ai fait en Indonésie, où j'ai fait des découvertes, notamment celle de la nidification du ripidur, comme je vous ai dit, sur, j'espère, cette fois-ci, faire des découvertes sur ce colibri, et d'autres, bien entendu, mais ce colibri qui mérite notre attention, puisqu'il est en danger d'extinction. Moi, je l'ai vu manger dans des fleurs de banane, ce qui est évidemment plutôt positif. Mais il faudrait savoir quelle exigence il a qui fait que malgré la présence de nombreux bananiers bio, de cafetiers bio, où l'agriculture est vraiment très respectueuse de l'environnement par rapport à tout ce qu'on voit ailleurs, c'est vraiment une région vraiment superbe, hein, j'insiste, où vous pourrez venir me rejoindre, hein, comme Pierre l'a fait. C'est aussi une façon de m'aider, d'ailleurs je remercie Pierre d'être venu, parce qu'évidemment, au moins la durée du voyage, ça diminue mes coûts, et puis il a participé aussi au projet. Donc voilà. Bon, concernant la crise, est-ce que j'ai que des bonnes nouvelles? Sûrement pas. Je reviendrai sur le sujet. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles non plus. Il y a quand même des gens qui réagissent bien. J'y reviendrai aussi dans une prochaine vidéo, bien entendu, puisque vous êtes largement demandeurs. Mais pour l'instant, je vais essayer de me concentrer sur les sujets ornithologiques pour quelques vidéos, notamment l'évolution, l'histoire des oiseaux, qui est vraiment passionnante, et mon voyage au Mexique. Peut-être mon voyage en République dominicaine permettra de vous montrer des choses qui illustrent cette histoire extraordinaire, et en particulier la formidable histoire des passereaux. Je vous dis à bientôt. Encore merci à toutes et tous.